Quand on a visité en mai 2008, en fait, il y avait déjà un certain nombre de tableaux qui étaient restés, qui avaient été mis en valeur d'ailleurs par un des fils Zévaco, par Pascal Zévaco, qu'il avait exposé un peu partout dans la maison. Donc la visite était déjà finalement une visite d'un atelier et d'une maison d'artiste du début à la fin, puisqu'on était vraiment c'était envahi d'œuvres. On a récupéré 2 grands tableaux qu'on a trouvés dans l'extension de la maison qu'on a pu refaire. Et en fait, ces tableaux, on les a mis rapidement à l'abri pour les conserver. Et puis au fur et à mesure des années, on a choisi de les ressortir et de les réutiliser, puisqu'ils sont tout à fait à leur place aujourd'hui sur nos murs. Ça nous fait très plaisir de les voir retrouver une vie ici, dans la maison où ils ont dû être peints. Dans la pièce, la grande pièce d'en bas, vous verrez, elle fait 50 mètres, donc c'est une grande pièce. Il y avait une grande table sur laquelle on prenait nos repas, qui permettait, en s'asseyant derrière, de voir le jardin. Et le jardin avait à peu près 80 mètres de long, donc ça faisait 90 mètres d'espace comme ça. Et le matin, en descendant à 9h, Xavier s'installait devant la table, il prend un petit café, et il restait 1 heure comme ça, à rien faire, à regarder le jardin. Ça m'exaspérait parce que moi je travaillais à toute vitesse. Et puis après, eh ben, il travaillait son tableau comme ça. Pendant qu'il regardait apparemment dans le vague, il travaillait son tableau. Et après, il allait il n'y avait pas de remords, il n'y avait pas de repentir quand il faisait quelque chose. Ça lui permettait de travailler très vite, soudainement très vite. J'ai trouvé que ce tableau représentait parfaitement papa. Et lors de son enterrement, j'ai décidé de mettre ça devant son cercueil. Parce que je le trouvais très aérien et très musical. Donc j'ai mis ce petit tableau devant son cercueil et j'ai demandé à ce qu'il y ait Prélude à l'après-midi d'un faune. Il fut un temps où il écrivait, c'était des poèmes, hein, et il, comment dit-on ? Oh, c'était admirable ça. Il peignait, vous voyez, le poème allait avec le... Il y avait le poème sur une grande page blanche et une acrylique en regard. Et il mettait ça dans des cartons à dessin. C'était magnifique. J'en ai lu rien. C'était à Angerus, j'en ai lu 2, 3. Et puis le jour où j'ai voulu les regarder plus attentivement... Il n'y avait plus rien? Non. C'est plus, c'était maternelle ou primaire. Elle était dans une des 2 cours. En tout cas, j'allais jouer dans la structure. On passait par les trous qui étaient là. Donc elle devait faire 3-4 mètres de haut. Donc on faisait les abrutis, hein. On tirait ça. Alors on était plusieurs à tirer ça et à relâcher. Alors ça faisait un bruit de tonnerre, etc. Et donc dans les années 90, le nouveau maire d'Orgerus a décrété que c'était dangereux pour les enfants. Et il a fait démolir, sans demander du tout à papa s'il voulait la récupérer ou quoi que ce soit. Il aurait pu l'installer dans son jardin, il y avait largement la place. Non, ça a été, comment dit-on, découpé, complètement détruit. Il a aussi fait, entre autres, 2 tableaux où il a incorporé des petits moteurs pour le loto, je sais pas trop quoi, des pubs chez le buraliste. Des petits moteurs qui faisaient clic, clac, clic, clac, clic, clac, comme ça. Et en fait, il s'en est servi pour faire des mobiles. J'ai vécu avec lui entre 12 et 15 ans. Donc il peignait, il avait laissé tomber l'atelier du haut. Il était donc par terre, dans la grande pièce au rez-de-chaussée. Non, il n'était pas très... Il fallait pas lui parler, voilà, il fallait pas le déconcentrer. Oui, c'est normal. Par contre, c'était passe-moi le tube de rouge, passe-moi le bleu, va me laver le pinceau. Et ce qu'il souhaitait le plus, c'était ces dernières toiles, faire une virgule noire. Il n'a pas réussi à faire cette virgule noire sur une toile blanche. Et c'était son rêve. Je ne peux pas dire que j'aimais sa peinture, mais j'aimais son travail, disons. Sa peinture, moi je suis plus sensible, si vous voulez. Avec lui, il ne fallait jamais dire j'aime ou j'aime pas. Il y avait tout un tas de théories et de laïus pour expliquer ce qu'il faisait. Moi, je ne peux pas le faire, ça. Je le prenais pour quelqu'un qui était au niveau des Poliakov, des gens comme ça, hein, mais il n'a jamais pu s'y maintenir parce qu'il avait un
trop mauvais caractère. Il est toujours arrivé un tout petit peu après César, un tout petit peu après d'autres, vous voyez, qui avaient inventé quelque chose. Aux Arts Déco, nous avons comme professeur, il y avait Briançon qui était un très bon professeur. Il y avait, c'était l'époque où Manessier, Bazaine, tous ces gens-là commençaient à être très très connus. Hein. Et pour nous, c'était des maîtres à penser, quoi, des exemples. C'était pas du tout encore abstrait, sauf des gens comme Zévaco qui, lui, sortaient du lot. Années 40, 47, là, 47, comment dirais-je, il y avait, ça avait pris l'eau, et après il m'a dit, bah, écoute, je te mets l'année 47, et en ce temps-là, je signais X Zévaco, parce qu'il y avait son oncle Michel, qui était en son temps bien plus connu, il fallait qu'il se différencie par rapport à ça. Donc c'était ce genre de peinture où, enfin, voilà, là c'était... Un jour, à la fin de ma vie, j'aurai une très très grande toile blanche, 5 mètres par 3, et je mettrai des mois à savoir où je vais mettre la virgule. À la fin de sa vie, il ferait cette toile-là qui serait le summum de son œuvre. Et je ne comprenais pas tout de suite, mais maintenant je commence à comprendre ce qu'il voulait dire. Et ça, c'est... oui. C'est une démarche très forte, même si on ne comprend pas forcément la signification au départ. Je ne sais pas d'ailleurs s'il l'a faite, cette fameuse virgule dans cette grande toile, mais en tout cas dans sa tête, il l'avait faite. Je pense que c'est la seule sérigraphie qu'il a pu faire. Donc Christiane Peugeot a fait son logo pour l'atelier Z au départ, atelier Zévaco. Ça, c'est un Zévaco. Voilà. Là, tout ça, ce sont des Zévaco. Hein. Alors, pour les sortir... Voilà, et bien, donc ça, c'est un des tableaux en 93. J'étais éblouie, émerveillée par son travail. Et c'est avec lui, j'ai appris énormément de choses. Hein. Avant, j'étais classique. Oui, Van Gogh. Mais avec lui, j'ai appris... sur l'abstraction, c'est l'abstraction géométrique. Nous trouvons dans un tableau qui est, qu'on pourrait appeler de la seconde période de l'artiste, dans la mesure où, même s'il a eu un travail d'une grande continuité, avec de grands aplats de peinture, très travaillés, certains sont lissés comme ça, assez doucement, d'autres sont travaillés avec beaucoup plus de brutalité et plus de répétition d'effets. Là on a un mélange à la fois de travail de couteau et cet effet de texture. Ce bleu là, très éclatant, donne une petite
un éclat comme ça, très particulier dans la composition. Bon, évidemment, on pense un petit peu à Poliakov, à ces gens-là. On est tout à fait dans l'époque, puisqu'on peut imaginer ça vers 1948. Là, maintenant, il s'agit d'une composition un peu plus récente. On retrouve, par rapport au précédent, la même construction, les mêmes architectures. On remarque que les applications de peinture se font plus régulièrement, sans recherche d'effets. On sent que l'artiste maîtrise beaucoup mieux sa matière et ne cherche plus des effets de relief. Là, il commence à exploiter les transparences des matières. Là, par exemple, le rouge est apposé, il applique avant une peinture sombre, vraisemblablement un noir, et il joue des transparences. À cette époque-là, Zevako utilisait l'acrylique, matière qu'il avait découvert vers les années 70 et qui correspondait beaucoup plus à sa recherche de transparence et de fluidité de matière. Alors là, la décennie change, nous sommes dans les années 80, exactement 87. Alors là, on est vraisemblablement dans une de ces toutes dernières peintures à huile. Les rythmes sont beaucoup plus sages, la matière plus maîtrisée, et encore une fois, c'est une recherche qui pourra particulièrement approfondir avec l'acrylique. Zevako travaillait en vase clos sans communication avec l'extérieur. Parce qu'un beau jour, il lui dit « Mais écoute Françoise, tu ne trouves pas que j'ai vu des toiles l'autre jour d'Estève, qu'il y a un petit rapport avec ce que je fais ?» Autrement dit, que ce n'était pas Zevako qui a copié Estève, mais qu'il y a eu un mouvement comme ça de recherche qui, chez certains artistes, se sont trouvés au même moment sur la même voie. Alors là, on a un des 3 autoportraits qu'on connaît de Zevako. Celui-ci date vraisemblablement des années 40, 46, 48. L'influence de Van Gogh était très présente et on peut penser à Van Gogh et bien sûr aussi à Matisse qui font partie de ces 2 peintres favoris. Ce bleu brossé est splendide, avec les accents noirs et la réserve blanche. Alors ça, on est dans le Zevako de la période 90, pleine maturité, avec ses taches noires et énormément de sobriété dans la palette. Alors là, au contraire, c'est très construit, avec une palette très particulière, un peu pastel. On est dans les années 77, où on retrouve donc encore ces sinuosités blanches. Cette composition comme ça, là, qui n'est pas noire, mais blanche, avec toujours ces petites lignes comme ça, et puis ces réserves en rouge, un rouge un peu plus sombre, là, ce joli bleu brossé, et puis cette pastille verte. Puisqu'il a travaillé avec Poliakov et Atlan, il était le petit gamin, il avait 18 ans, il travaillait avec eux, il travaillait pour eux, il faisait leurs affiches à la main. Il a dit aussi « Je voudrais vivre 10 minutes après ma mort ». C'est une très grande phrase. Il aurait voulu un petit peu se survivre à lui-même et pas plonger dans l'anonymat où il est actuellement, ce qui est scandaleux parce que c'est un des plus grands. Il disait « Je ne veux pas trahir mes 7 ans ». C'est-à-dire il voulait rester dans l'état d'émerveillement et de simplicité qu'on peut avoir à 7 ans. C'était une grande phrase chez lui. Il se cherchait sans cesse et ce qu'il voulait, c'est aboutir au presque plus rien. Sa virgule blanche, en fait.